Alors, le dossier 4. Le dossier 4, globalement, bon, c'est un dossier classique et puis c'est surtout un dossier où il y a des points spécifiques de la cancérologie qu'il faut bien connaître. Ça va finir par tomber, où il y a des soins palliatifs. Alors, Madame A, on vous dit 45 ans, c'est une femme qui est une prostituée qui a des métrorragies intermittentes depuis plusieurs semaines. Donc, dans ce genre de contexte, donc là, c'est vraiment d'abord des questions de gynéco. Les principales hypothèses diagnostiques, donc, par rapport à ce que vous lisez dans le texte, première chose à évoquer dans le contexte, c'est un cancer du col de l'utérus. C'est alors très évocateur. Les métrorragies intermittentes avec des leucorrhées rosées, c'est vraiment très 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 évocateur. Le cancer de l'endomètre aussi, même si elle est jeune, et qu'en général ça arrive chez des femmes un peu plus âgées. Et puis après tout ce qui est cause infectieuse, les métrorragies, ça peut être des vaginites, cervicites, etc., des salpingites. Alors elle n'a pas de fièvre particulièrement, mais de toute façon vous allez devoir éliminer une cause infectieuse. Le troisième type de cause, c'est les causes fonctionnelles. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a la grossesse, ça peut éventuellement arriver, et l'endométriose, qui est une cause de saignement régulier. Alors au niveau de l'examen, donc l'examen général, c'est que vous allez de toute façon vérifier qu'il n'y a pas des adénopathies dans les territoires de drainage du col. Donc ça peut être soit vous allez vous rendre compte qu'il peut y avoir des adénopathies fixées qui sont très évocatrices d'un cancer, sinon ça peut être des adénopathies qui sont liées aux infections. N'oubliez absolument pas en gynécologie toujours de faire l'examen mammaire bilatéral comparatif pour vérifier que la patiente n'a pas un cancer du sein. Ça c'est systématique à toutes les consultations, et de vérifier les aisselles. C'est exactement pareil. Et puis ensuite, les mots-clés, c'est surtout l'examen du col, donc l'examen au spéculum, regardez d'où vient l'écoulement, s'il y a des signes d'infection, etc. Ensuite, vous faites éventuellement un frottis, mais si vous avez une suspicion d'infection, ce n'est pas vraiment le bon moment pour faire le frottis. Vous allez le faire, mais il faudra peut-être le refaire plus tard. Le test à la potasse pour Gardnerella, vous allez faire ça en consultation. Et puis enfin, le toucher vaginal qui va vous permettre de vous orienter éventuellement s'il y a une masse de palpable, et puis vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui est douloureux à la palpation. La question 2. Alors, on vous demande quels sont les examens complémentaires que vous demandez, sachant que l'examen clinique est normal, que vous ne voyez pas du tout de signes d'origine de l'écoulement des métrorragies. Alors, vous prélevez pour la bactério, la mycologie, toujours, systématiquement, pour vérifier qu'il n'y a pas une infection vaginale et qu'il n'y a pas autre chose que la flore vaginale normale. Vous faites un frottis de dépistage cervico-vaginal, ça c'est vraiment fondamental, il faut en profiter. Et même s'il y a une infection, ça vous donnera déjà une orientation. Ensuite, là, vous êtes dans le contexte, il va falloir faire un bilan un peu du terrain quand même de cette patiente, pour tout ce qui est de toute façon infection sexuellement transmissible. Et dès que vous avez une maladie qui est HPV induite, alors les maladies HPV induites, je vous rappelle, ça peut être les cancers ORL, c'est 50% des cas quand même. Donc les cancers de l'amygdale, c'est très souvent HPV induit, donc il faut faire un bilan infectieux standard avec VIH, hépatite B, hépatite C. Les cancers du col, c'est systématique, c'est pareil. Et les cancers de la marge anale, tous ces cancers qui sont HPV induits dans des contextes donc, de relations sexuelles non protégées. Ici, dans le contexte aussi, il faut absolument que vous rajoutiez une sérologie syphilis, vu le contexte. Alors, il faut aussi recommander à la patiente d'utiliser une contraception, une double contraception, donc à la fois le préservatif pour éviter les maladies sexuellement transmissibles, et puis éventuellement la pilule pour éviter la grossesse. Ensuite, il faut aussi lui recommander d'avoir un suivi gynécologique complet et régulier avec des frottis. Alors, vous recevez les résultats de la patiente un peu plus tard qui vous répondent lésion de haut grade selon Bethesda. Et vous la recevez à nouveau en consultation. On vous demande quelle est votre conduite à tenir et puis ce que vous auriez fait si ça avait été Ascus à la place. Alors, en cas d'anomalie de haut grade, clairement, ou même de grade SIN 2, SIN 3, c'est la colposcopie directe, avec des marquages intravaginaux, des repérages et puis des biopsies sur les zones suspectes. C'est vraiment fondamental. Il faut vraiment que les patientes qui ont des lésions suspectes, qu'on vérifie qu'il n'y a pas plus qu'une dysplasie et que ce n'est pas un carcinome invasif. Alors, si on vous avait répondu ASCUS, donc ASCUS c'est Atypical Squamous Cell of Uncertain Significance. En
en gros, on ne sait pas trop ce que ça signifie. Donc, il faut absolument que vous recontrôliez 3 mois après, surtout s'il y a eu un contexte d'infection, après un traitement de l'infection, pour vérifier qu'il n'y a pas encore des excus qui sont présents. Si vous avez vraiment un gros doute, ce que vous pouvez faire en cas d'ascus chez une femme un peu jeune comme ça, c'est que vous pouvez faire un test HPV et vérifier qu'il n'y a pas une infection à HPV chronique et qui peut être un argument pour dire qu'il y a un risque de cancer du col et qu'il faut faire des biopsies systématiques et une colposcopie. Ça, c'est très important. On sait maintenant que l'association entre le frottis et les tests HPV, c'est plus sensible, plus spécifique pour repérer des lésions dysplasiques ou des lésions cancéreuses. Alors, à l'issue de la consultation, on vous demande si la patiente aurait dû avoir une vaccination anti-HPV, si ça a un intérêt. Alors, globalement, pour l'instant, on ne sait pas si la vaccination anti-HPV peut être utilisée à visée curative une fois qu'il y a déjà un cancer en place. A priori, non. Ça a vraiment un intérêt en préventif. Une fois que c'est déjà en place, les patientes, ça veut dire qu'elles n'ont pas forcément des anticorps qui sont suffisamment efficaces pour lutter contre le cancer. Et puis je vous rappelle qu'en cancérologie, la tumeur, elle développe très précocement des mécanismes de résistance au niveau immunitaire en inhibant le système immunitaire. Donc en général, l'immunothérapie, par exemple, et la vaccinothérapie, c'est pas efficace dès que c'est à un stade un petit peu avancé. C'est probablement efficace au tout début, éventuellement dans le cancer, mais pas à ce stade précoce. Alors globalement, en France, les recommandations, c'est de faire une vaccination à l'âge de 14 ans. C'est pas pris en charge par la sécurité sociale, c'est recommandé, mais pour toutes les jeunes filles, avant les premiers rapports sexuels. Alors il y a aussi une stratégie de rattrapage chez les femmes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel à 23 à 25 ans. Et puis, dès que vous pouvez proposer une vaccination à toutes les jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel. D'accord ? C'est à peu près ça pour maintenant, entre guillemets, pour les vaccinations anti-HPV. Ou dans la première année de vie sexuelle. Alors, la question 5. L'anapathe, après les biopsies, vous répond carcinome épidermoïde invasif. Alors, globalement, pour les cancers du col ou les cancers gynécologiques, l'examen de choix, comme tous les tissus mous, les tissus ORL par exemple, c'est l'IRM pelvienne. Et une IRM pelvienne injectée. L'IRM, en gros, c'est l'examen de choix pour tous les tissus mous, la bouche, etc., l'IRM faciale. Là, c'est l'IRM pelvienne. Et il faut aussi compléter par un scanner abdominopelvien pour vérifier les ganglions. Le scanner, en général, c'est meilleur pour les ganglions. L'IRM aussi, ici dans ce contexte, avec injection de gadolinium, ça peut avoir un intérêt pour bien analyser les tissus mous, les paramètres, qui sont les zones en fait, qui vont comprendre les urtères et qui ne sont pas très loin de la vessie et du col. Ça permet vraiment de bien analyser les tissus adjacents et l'extension locale. Alors, un cancer du col, globalement, c'est une maladie qui va être d'évolution surtout locale. Vous pouvez vous contenter de faire une radio de thorax, peut-être, juste pas forcément un scanner thoraco-pelvien d'emblée parce que c'est une évolution très locale. Les marqueurs tumoraux, ça va être l'ACE et le SCC, qui est spécifique pour les tumeurs épidermoïdes du col et du canal anal. C'est ça qui est le plus important. Donc la constatation d'anesthésie à proposer à la patiente. Et puis, si la tumeur est de grande taille et qu'il y a un doute sur l'IRM, proposer une urographie intraveineuse pour voir un petit peu s'il y a un retentissement rénal, ça il faut le faire avant l'opération, de cette tumeur du col qui peut envahir éventuellement les tissus les paramétriaux et éventuellement retentir sur la fonction rénale. Alors la question 6, on vous dit les examens prescrits montrent une lésion limitée qui mesure 2,5 cm sans atteinte des organes de voisinage ou ganglionnaires. On vous demande le stade FIGO de la maladie. Quel traitement allez-vous proposer lors de la RCP? Alors ça, c'est vraiment les stades FIGO qui sont très difficiles à retenir, mais vraiment essayez de les retenir parce que les gynécologues sont très attachés à cette classification. Alors ici, c'est un stade 1B1 parce que ça fait moins de 4 cm et qu'il n'y a pas d'envahissement des organes de voisinage. Alors la RCP, globalement ici, c'est une indication à d'abord faire une curithérapie en traitement néoadjuvant. Parce que la taille est comprise entre 2 et 4 cm. Et puis ensuite, on va proposer un traitement chirurgical. Donc le traitement chirurgical, ça va être la colpohystérectomie
avec élargi avec une extension. En gros, on va retirer par curage tout ce qui est lymphatique et on va retirer aussi tous les tissus mous. Donc on appelle ça une lymphadénectomie et tout ça, on appelle ça le CHEL, C-H-E-L. Voilà, donc pour colpohystérectomie élargie avec cellulo-lymphadénectomie pelvienne. C'est le traitement de référence dans les cancers du col. En même temps, dans ce traitement, vous avez un curage iliaque primitif et externe. Ça, c'est très important pour vérifier le statut ganglionnaire qui pourra éventuellement vous amener à faire des traitements complémentaires. On verra ça dans la question suivante. Alors, question 7. On vous dit qu'à la napate définitive, on trouve un envahissement d'un ganglion pelvien sur le curage. Et on vous demande quel est votre traitement complémentaire. Alors, globalement, dès que vous avez un envahissement pelvien, c'est une indication à faire ce qu'on appelle une radiochimiothérapie concomitante, un peu comme le monsieur avec le cancer ORL, pour stériliser le lit tumoral en irradiant les aires ganglionnaires et puis la partie pelvienne qui a été finalement réséquée, donc le fond vaginal. La chimiothérapie qu'on utilise, c'est les sels de platine. Les sels de platine sont très efficaces dans les cancers du col en association avec la radiothérapie. Alors, ensuite, la patiente va beaucoup moins bien et on vous dit qu'elle récidive et qu'elle a des métastases ganglionnaires qui s'étendent. Parfois, les cancers ORL ou les cancers du col, qui sont épidermoïdes, ça n'a vraiment qu'une extension lymphophile et très peu de métastases à distance. Et ça peut ici donc provoquer une extension sur toute la chaîne ganglionnaire jusqu'au niveau cervical et aller jusqu'à la compression trachéale. Alors là, on vous dit que la patiente elle a très très mal, elle a un EVA à 8, elle a des crampes, une pesanteur pelvienne, qu'il y a donc un envahissement ganglionnaire avec une détresse respiratoire, qu'elle a des douleurs à type de brûlure au niveau lombaire, qui radie dans le flanc gauche et jusqu'au nombril, donc une topographie en hémiceinture. Elle est angoissée et vu l'état général de la patiente, donc elle est OMS 3 ou plus, on décide d'arrêter les traitements spécifiques. Alors, on vous demande quelle est la prise en charge symptomatique. Ça, c'est très important. Donc, première chose, oxygénothérapie, parce qu'elle a une compression trachéale invalidante. La deuxième chose, c'est qu'elle a des douleurs très intenses. Donc là, les douleurs, il faut différencier les 3 composantes de la douleur. D'abord, il y a la composante nociceptive, qui sont vraiment les douleurs qu'on peut avoir quand on se fait une blessure, par exemple au niveau de la peau, qui sont très aiguës, qui peuvent être vraiment très intenses. Donc là, elle a un EVA à 8 sur 10. Il faut lui proposer un traitement par morphinique, soit par voie intraveineuse si la voie orale n'est pas possible, soit un patch. Et ici, le traitement idéal pour d'abord faire une équilibration antalgique, ça va être les morphiniques par voie intraveineuse avec ce qu'on appelle une PCA de morphine, donc une petite pompe. La patiente elle peut appuyer dessus, il y a une période réfractaire pour éviter d'en prendre 3 fois de suite, mais qui lui délivre des petites doses de morphine et ça permet comme ça, sur 24 heures, de faire le compte et d'adapter le traitement. Deuxième chose, il y a des douleurs intenses, donc à type de pesanteur et de crampes abdominales, donc vous pouvez y associer du spasfon. Et dans tous les cas, quand il y a des douleurs comme ça, il faut savoir que le doliprane peut aussi être intéressant à rajouter par voie orale ou par voie intraveineuse pour potentialiser l'effet en fait, antalgique des morphiniques. Alors, il y a des douleurs qui sont donc en hémiceinture, on vous dit, qui sont un type de brûlure. Tout ça, ça évoque des douleurs neuropathiques. Alors, les douleurs neuropathiques, c'est le deuxième type de composant de la douleur de cette patiente. Première chose, il faut vérifier qu'il n'y a pas une éruption cutanée en regard qui vous ferait dire qu'il y a un zona et qu'il faut traiter le zona par des traitements spécifiques anti-VZV. Et donc ici, pour ces douleurs, a priori, il n'y a pas de zona, mais il faut quand même le préciser dans la question. Et alors, je vous rappelle que pour les douleurs neuropathiques, quand vous passez la main dessus, que vous frottez, c'est souvent désagréable pour les patients, ça provoque des douleurs ou une dysesthésie ou des douleurs, une majoration des douleurs ou une impression bizarre pour les patients. Ça, quand on frotte comme ça, très doucement, quand on appuie dessus et que ça provoque des douleurs ou que ça provoque une impression bizarre, on appelle ça une allodynie. Et l'allodynie, c'est le signe le plus spécifique des douleurs neuropathiques. Là, clairement, elle a des douleurs à type de brûlure, de décharge électrique. Donc vous avez une indication à mettre un traitement neuropathique spécifique. Donc le traitement de choix, ça peut être le Lyrica par voie orale,
75 mg x 2 par jour, ou le Neurontin, en gros tous les antiépileptiques ou les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Les traitements de choix qu'ont l'AMM, c'est le Neurontin et l'Lyrica. Le trileptal parfois est utilisé pour les douleurs vraiment très paroxystiques, très douloureuses, mais n'a pas l'AMM. Ensuite, vu le contexte, la troisième composante de la douleur qui peut majorer la douleur parce que les patients ils sont confinés au lit, ils sont complètement angoissés et ils se focalisent beaucoup sur la douleur, c'est la composante psychologique de la douleur qu'il faut éventuellement prendre en charge. Par un soutien psychologique à proposer à la patiente, ça c'est très très important, hein. Dans un contexte comme ça d'altération de l'état général où les patients sont parfois très démunis et vraiment désespérés, très tristes par rapport à ce qui se passe parce qu'on arrête les traitements, qu'il n'y a pas de vraiment d'issue à part le décès, c'est très important de leur proposer ce soutien psychologique. Et puis, dans le contexte, là où elle est très angoissée, il faut proposer des traitements avec des petites doses de benzodiazépine, donc le midazolam ou Hypnovel, qui est un médicament qui va provoquer une anxiolyse et qui peut être utilisé à visée un petit peu sédative pour les patients. Donc c'est un médicament qui a une demi-vie qui est très courte, qui est souvent utilisé en anesthésie. Globalement, il y a deux façons de l'utiliser en cancérologie. Les toutes petites doses, souvent on utilise 0,2 mg/h par exemple, c'est en fond, c'est à visée anxiolytique pendant la journée. On peut augmenter la nuit pour faire dormir les patients. On n'utilise pas les grosses doses qui sont celles du Vidal où le patient, c'est à visée anesthésique. La deuxième situation, on peut utiliser le midazolam. Et ça, il faut en discuter éventuellement avec l'équipe avant, voire avec les patients ou les familles. C'est quand il y a un risque de mort brutale ou de symptômes brutaux incontrôlables, en particulier par exemple en ORL, les ruptures de la carotide, en l'œsophage, des ruptures œsophagiennes, ou des symptômes complètement incontrôlables, des douleurs osseuses incontrôlables, ou par exemple un état de mal épileptique sur une méningite carcinomateuse. Là, dans ce cas, c'est une indication à faire ce qu'on appelle une sédation du patient, donc l'Hypnovel à la dose sédative, qui n'est pas du tout les mêmes doses, donc on augmente très très rapidement les doses pour soulager le patient, l'endormir pour pas qu'il se rende compte de ce qui se passe. Et ça, c'est l'autre façon d'utiliser ce genre de traitement, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et c'est plutôt, dans ce cas, des doses anesthésiques qui sont de l'ordre de 1 à 2 mg par heure. Alors la dernière question, qui est une question vraiment de soins palliatifs stricts et qui peut à mon avis tomber le jour du concours parce que c'est des nouvelles questions de l'internat depuis quelques années. La patiente n'est plus algique mais elle reste au MS 3-4, donc globalement grabataire, vraiment pas bien. Compte tenu de son état général, de son isolement social, vous vous orientez vers une prise en charge palliative et avec un transfert en unité de soins palliatifs. Expliquez le principe et l'organisation des soins palliatifs en France. Alors première chose, il y a deux lois. Il y a une loi sur les soins palliatifs, le droit du patient aux soins palliatifs, qui est la loi du 9 juin 1999. D'accord ? Donc ça, c'est pour ça que je vous ai mis ça dans la correction comme date, il faut vraiment les connaître par cœur, qui est en gros l'accès aux soins palliatifs, l'organisation des soins palliatifs en France, avec deux façons de faire des soins palliatifs en France. Globalement, il y a les structures hospitalières. Dans ces structures hospitalières, vous avez soit le service d'oncologie, de médecine interne, pneumo, enfin, qui fait de la cancéro, et qui a des lits dédiés de soins palliatifs, soit, et qui éventuellement se fait aider d'une équipe mobile de soins palliatifs pour pouvoir prendre en charge les patients en fin de vie, soit les unités de soins palliatifs, qui sont des endroits dédiés où il y a vraiment beaucoup de personnel pour prendre en charge les patients et vraiment accéder aux soins de confort maximaux pour les patients. Ça, c'est la première chose, c'est les structures hospitalières. L'autre chose en France qui est faisable, c'est éventuellement l'hospitalisation à domicile avec l'aide du médecin traitant et l'aide de réseaux de soins palliatifs. Le réseau de soins palliatifs, il y a des médecins et des infirmiers ou des psychologues qui passent chez les patients et le médecin de soins palliatifs n'a pas la possibilité de prescrire en lui-même des médicaments, mais aide le médecin traitant pour essayer d'améliorer la prise en charge du patient à la maison jusqu'à ce qu'éventuellement il décède à la maison ou si ça devient trop difficile d'organiser un transfert dans une unité de soins palliatifs ou dans un service spécialisé. Alors, les mots-clés quand on parle de soins palliatifs, c'est globalement approche thérapeutique globale. Il faut que la personne soit dans le cadre d'une maladie grave, chronique, c'est pas forcément le cancer, qui est en phase terminale, potentiellement mortelle. Et les soins palliatifs, on appelle ça plus généralement les soins de support. Alors,
La loi Leonetti, c'est une autre loi plus récente, c'est la loi sur la fin de vie. C'est celle qui a défini ce qu'on avait le droit de faire ou pas en France en termes d'euthanasie. Alors l'euthanasie en France n'est pas autorisée. Ce qui est autorisé en France, c'est d'utiliser des médicaments dans le but de soulager les patients, même si ça accélère un peu les choses. En particulier l'hypnovel et la morphine à forte dose, c'est des dépresseurs respiratoires. Donc ça peut potentiellement accélérer les choses pour les patients, mais ça peut aussi les soulager beaucoup. Et là, dans ce cas, on a le droit d'utiliser ces médicaments à dose importante, même si ça les aggrave, mais dans le but de soulager. Par contre, en France, contrairement à certains pays européens, on n'a pas le droit de faire des injections de potassium programmées à la demande des patients. Alors, l'autre chose qui est très importante dans les mots-clés pour les soins palliatifs, globalement, ça va être de dire qu'il y a une approche pluridisciplinaire qui tient en compte de la souffrance physique du patient, la souffrance psychique du patient, donc avec l'aide des psychologues, des psychiatres éventuellement. Il y a aussi la souffrance morale du patient qui est à prendre en compte, et la souffrance de la famille, donc prise en charge familiale autour. Et puis l'autre dimension, c'est la prise en charge spirituelle qui est très importante. Il faut toujours proposer aux patients éventuellement de voir l'imam, de voir l'aumônier, selon la confession du patient, pour que la prise en charge soit la plus globale possible. Voilà un petit peu pour ce qui est des soins palliatifs. Je pense que ça, c'est des questions qui sont importantes et qui pourraient tomber à l'internat. Donc là, globalement, vous avez à peu près tous les mots-clés pour réussir à comprendre ça. Alors, les questions de soins palliatifs, c'est un petit peu difficile, mais là, globalement, vous avez un petit peu les mots-clés. C'est surtout l'organisation en réseau qu'il faut connaître, l'unité mobile de soins palliatifs, et puis les deux lois avec les dates à bien connaître pour les remettre dans un dossier typique de cancérologie. Alors, les soins palliatifs, c'est pas forcément qu'en cancérologie, ça existe aussi en gériatrie, donc c'est le genre de choses qu'il faut bien connaître et qui va finir, je pense, par tomber à l'internat.